Salut, je m'appelle Charles, j'ai 28 ans. J'ai travaillé à New York dans la finance pendant 4 ans. Le matin, je me levais, je prenais mon Starbucks sur le chemin du taf. Je bossais 14 heures par jour à remplir des fichiers Excel pour optimiser les investissements de mes clients qui possèdent déjà la moitié des richesses du monde. Puis, j'allais rejoindre mes potes sur un rooftop. C'était cool. J'ai voyagé à San Francisco, à Los Angeles. Bref, je me sentais au centre du monde. Un jour, alors que j'enchaînais les rendez-vous, je me retrouve en face d'une église et je m'y arrête. J'avais clairement mis la dimension spirituelle de ma vie en off depuis mes études. J'ai 28 ans et je sais même pas ce que je veux accomplir. Comment concilier mes aspirations pro, personnelles et spirituelles ? Du coup, en 3 semaines, j'ai démissionné et je suis rentré à Paris. Il fallait que je me reprenne, que j'arrête surtout de fuir les questions qui se bousculaient en moi. Un pote me parle alors des missions étrangères de Paris. Ils envoient des volontaires en mission en Asie ou à Madagascar. La vérité, c'est que je n'ai jamais voyagé autre part qu'en Occident. Mais je veux partir à l'aventure, sortir de ma zone de confort pour donner du sens et me confronter à moi-même, aux autres, à Dieu. Comment je me suis retrouvé des gratte-ciel de Manhattan à un bidonville en Asie ? Moi non plus, j'en sais rien. Voici mon histoire. On va rencontrer François. Et là, on est au cœur du Wall Street de Thaïlande, je crois, de Bangkok. J'en prends plein la tête là, de partout où ça vient. C'est le premier pays asiatique que je visite. Je suis impressionné par le contraste de la grande ville moderne et traditionnelle à la fois. Opération Immersion. En Thaïlande, la foi est omniprésente. 95% de la population pratique le bouddhisme. On évalue à 0,5% le pourcentage de cathos ici. Les Thaïlandais sont très respectueux des croyances religieuses des autres et sont très ouverts aux discussions. La croyance bouddhiste est omniprésente, même en plein milieu des centres commerciaux. Comme beaucoup de grandes métropoles, Bangkok souffre aussi de pollution. D'ailleurs, près de 400 écoles ont été fermées en urgence au moment où je suis arrivé. Oh. Des grands buildings de la capitale, on se retrouve rapidement dans les quartiers plus modestes. Et c'est là que vit François, le premier volontaire que je pars visiter. Tu t'y retrouves là un peu ? C'est pas toujours facile, mais oui, ouais. Ça va. De plus en plus, j'y arrive. Et c'est pas le cliché des bidonvilles où tu marches sur des bouteilles Non, du tout. Là, il y a quand même une certaine propreté. Au moins, l'avantage, tu vois, c'est qu'ici, c'est très coloré, hein, comme tu peux témoigner ici. J'ai un anniversaire ici, là. Ah oui, non, c'est toujours comme ça. Parfois, on peut voir aussi des bonnes années et des Merry Christmas un peu partout. Tu vas voir que les rues se rétrécissent parfois un petit peu et qu'on est quand même souvent à l'étroit ici. Moi, j'y trouve un certain cachet malgré tout avec toutes ces couleurs-là, justement. Voilà. Il y a combien de bidonvilles du coup ici ? Alors ici, il y a 44 bidonvilles, donc c'est vraiment très vaste comme territoire. Ouais. Nous, avec les Xavériens, on va visiter environ 18 bidonvilles différents. Moi, personnellement, j'en connais bien 5 seulement. D'accord. On est où ici en fait ? Les gens ils font quoi ? Ils taffent ici ? Donc ouais, il y a des gens qui travaillent, il y en a qui vendent des choses licites et illicites. Donc il y a pas mal de trafic de drogue, des choses comme ça ici. Ouais. Il y en a un qui est chanteur dans un cabaret que je connais, qui est assez rigolo. Il y en a beaucoup qui vont être des mototaxis et qui donc vont aller travailler tous les matins et revenir tous les soirs, généralement un peu alcoolisés, mais bon c'est comme ça, c'est la vie du bidonville aussi. La plupart du temps, c'est quand même des petits vendeurs de boui-boui, quoi, des petits carrefours, des choses comme ça. Bien que l'essentiel des équipements sociaux du pays soit concentré dans la capitale,
les taux de mortalité infantile, de malnutrition, de maladies, d'analphabétisme y sont toujours très élevés. On s'y loge par familles entières, généralement venues tout droit de la campagne. Ici, la vie, c'est l'entassement sous un toit de tôle, inondé avec la mousson. Depuis son arrivée, François a été défié sur différents plans. Apprendre à vivre dans l'insalubrité et contourner les dangers comme les varans du Komodo qu'on trouve par centaines dans les égouts près des habitations, et la langue. Il s'est mis pour défi de l'apprendre le plus vite possible afin de tisser des relations avec les familles des bidonvilles. Oh, hello! Ça va dire crap, ça va dire Mike. Oh, ça va dire. Tiens, Harry Potter, pomme l'eau. Ça va dire Mike. Donc eux, c'est mes élèves. C'est mes élèves quand je leur donne des cours d'anglais là-bas dans la maison des Xavériens. Ouais. Pasatai. Pomme ça. Pomme ça va. Bye, qu'on est crap. Cocoon crap, ça va dire crap. Bye bye. Bye bye. Donc, je suis venu ici pour m'occuper des personnes dans les bidonvilles, pour donner des cours d'anglais. Alors ça, on va dire, c'était mon projet de départ. Je suis aussi venu ici pour leur tenir compagnie dans la solitude qui les accompagne. Dans chacune des maisons, il y a une histoire. Cette histoire, elle est généralement assez triste. Elle est parsemée de problèmes familiaux, de problèmes liés à la drogue, de problèmes liés à une maltraitance physique ou morale. Ils sont beaucoup confrontés à la solitude. Nous, on travaille avec peu de moyens. Et avec très peu de choses, on peut réussir à faire des choses merveilleuses. C'est-à-dire que on va arriver, on va donner simplement des produits alimentaires, de l'huile, du dentifrice, des brosses à dents, voilà, des objets du quotidien, des objets dont on a tous besoin en fait. Dans le bidonville, il y avait un homme. Cet homme-là passait toutes ses journées devant un mur, dans sa chaise roulante. Et il ne voyait personne, il n'avait pas d'amis. Alors on est parti à sa rencontre, on a discuté avec lui, et tous les mots qui sortaient de sa bouche, c'était finalement j'ai envie de me suicider, la vie ne vaut pas la peine d'être vécue, je n'en peux plus, je suis seul, je ne suis pas accompagné, personne ne m'aime, personne ne tient à moi, et je suis là à regarder un mur. Alors j'ai essayé, je lui ai proposé de prier avec moi, je lui ai donné ma croix que j'avais autour du cou, mais cet homme-là pleurait toutes les larmes de son corps, et encore une fois, au milieu de toute cette misère, au milieu de toute cette détresse, un sourire. Là, ce sourire, ça valait toutes les victoires. Là, on sait pourquoi on est venu en mission. C'est magnifique, c'est vraiment beau. Grâce à sa volonté ardente de tisser des liens, François a trouvé son astuce pour susciter les rencontres et se faire accepter plus rapidement dans les familles du Siam. Ok, ouais. Thank you. You're welcome. Il m'a pris en photo et il me l'a offerte. C'est un magicien. Grâce à lui, je suis des cours d'anglais. Ça va dire crap, mais ça va dire mai. Ça va dire crap. Cap car, ok? Song. Song. Pom ao douai. Un jour, alors que j'étais venu à l'école, il y a une femme comme ça qui habite à côté de l'école, qui demande 5 bahts et qui fume cigarette sur cigarette. Elle a une vie très particulière. Elle et les catéchistes m'ont raconté un petit peu son histoire. Elle était maquerelle, et ça veut dire qu'elle s'occupait de prostituées, qu'elle vendait ces femmes-là et qu'elle en faisait un business. Et c'était un peu la chef de ce business-là. C'est quelque chose qui est très connu en Thaïlande, le tourisme sexuel. Toutes les nuits, dans Bangkok, il y a énormément de bars qui proposent ces services, entre guillemets. Proposer de voir des femmes qui se prostituent, qui sont là pour vendre leur corps
Ici, on va dire que la sexualité est une chose, entre guillemets, libérée. On enseigne dans certaines écoles 12 sexualités différentes. C'est-à-dire, il va y avoir les hétéros, les homos, les transgenres, les ladyboys, et toutes les possibles différences. C'est-à-dire les transgenres qui vont aimer les ladyboys qui vont aimer les hétéros, les gays qui vont aimer des transgenres mais qui ne sont attirés que par des femmes. Ça va de diversité en diversité. Mes frères et sœurs sont morts les uns après les autres. Aujourd'hui, j'ai 80 ans et mon beau-fils me demande souvent « Mais quand vas-tu mourir ?» Je lui réponds « Jetez-moi dans la rivière ». Son histoire, elle, a mal fini. C'est-à-dire que ça s'est arrêté brutalement, elle n'a plus reçu d'argent, elle a perdu une de ses filles. Maintenant, elle vit aux dépens des personnes qui vont lui donner de l'argent. Elle vit aux dépens de son neveu qui habite à côté d'elle, mais qui lui vend de la drogue. De Chapranam, Prabhida, Reprabudre, Prati, Amen. Wenta, Mari, Pienbrun, Pransatan, Prachao, Sadit Kaptan, Purera Papon, Posati, Dedai, De Chapranam, Prabhida, Reprabud, Reprati, Amen. Amen. Comme Kumala Kapunya. Oh. C'est magnifique ce que tu fais, tu as trouvé le moyen de garder un contact incroyable avec les enfants, avec le Polaroid, tu leur donnes des photos, un souvenir à vie. Oui, mais alors ce que tu sais pas, c'est que moi aussi je garde un souvenir à vie en faisant un double des photos. Donc ça c'est par exemple des jeunes enfants qui étaient livrés à eux-mêmes et ça respirait la joie, c'était complètement immense. Ça c'est un de mes élèves, donc voilà, que je tiens dans mes bras et il y a vraiment une connexion entre lui et moi. C'est un de mes élèves d'anglais, c'est sûrement mon meilleur élément. Ça c'est sûr, une expérience comme ça dans l'Asie, en plus c'était la première fois. Une autre culture, vraiment un choc au niveau de ça. La joie de la mission, et ben ce sera ça, ce sera d'avoir ces enfants-là qui resteront dans mon cœur et pour lesquels je pourrai toujours prier. C'est des doubles à vie en fait. Ça c'est des doubles à vie, je vais les garder toute ma vie avec moi. Merci pour tout. Hein. Ouais, mais je t'en prie, merci. Moi aussi je pense que tu seras gravé à vie. Ouais. Je poursuis alors mon périple vers l'Indonésie. Nouveau contexte, nouvelle ambiance, nouveaux volontaires. J'enchaîne taxi, avion, ferry pour partir à la rencontre de Pierre et Jean. Ces deux volontaires sont avec un petit groupe de cathos au milieu du plus grand pays musulman du monde. On va se régaler en Indonésie. Ah bah d'ailleurs, faut y aller. Pour y vivre seul pendant une année, j'imagine qu'ils doivent avoir une foi bien accrochée. Leur témoignage risque d'être aussi intense que ce transport pour les rejoindre. Je suis un peu inquiet parce que j'ai le mal de mer. J'espère que ça va pas être trop agité. Allô? Salut, enchanté. Salut, Charles. C'est la Mat Malam. C'est un Mat Malam. Bonjour. C'est mon voyage. Il y avait pas trop de vagues là sur. Non, au début ça va et après tout le monde s'est endormi. Ah ouais. Ah ouais, j'ai dormi pendant 2 heures. Bon, on y va? Ouais, c'est parti. Dans cette école chrétienne, tous les matins, dès les premières lueurs, leur mission commence par réveiller les internes à la douceur du style local. Désolé les gars. Hop, lumière. Qui passe. Désolé. Ayo, selamat pagi semua. Ayo Kelvin. Sedikit lagi. Saja, Mister. Menyanyi apa? Ça, c'est mieux qu'un jacuzzi et un sauna réunis. Ça, c'est l'authenticité de la mission. C'est comment tu te sens au contact des jeunes. C'est quand tu utilises les mêmes outils. J'ai un ami qui disait, la mission un peu, c'est savoir se mouiller.
Pour Jean, cette prise de risque s'est traduite par la décision de vivre l'expérience de la mission au milieu de ses études. J'étais en cours d'anglais donc dans mon école, je suis en école d'ingénieur. Et j'étais en plein cours d'anglais, j'ai reçu l'appel des MEP. Et donc ils m'annoncent que je pars en Indonésie. Ici, on s'occupe d'un foyer de jeunes garçons de 14 à 17 ans. Voilà, donc c'est des adolescents, c'est une période pas super facile pour eux. C'est comme en France, hein. Et donc les parents qui craignent que leurs enfants traînent un peu voilà, dans ce milieu un peu ouais, dangereux pour eux, ils nous les envoient ici, où ils recevront une meilleure éducation. On les réveille, on va vivre les temps au foyer avec eux parce qu'ils ont cours que le matin. L'après-midi, il faut qu'on les occupe. Il y a des activités avec nous. On doit rigoler avec eux, mais aussi parfois, il faut des temps où il faut être sérieux. Donc il faut aussi s'imposer cette limite. Et ouais, finalement, on a vraiment un rôle de grand frère. Je crois qu'on est vraiment la seule école catholique de l'île déjà. On est vraiment une petite oasis catholique dans ce monde musulman. Donc là, ça fait 6 mois que je suis dans la mission, donc pile la moitié. Ça se passe bien, je commence à avoir une relation privilégiée avec certains enfants. Il y en a d'autres où c'est encore compliqué. Il y avait un soir où voilà, c'était un jeune qui s'appelait Thomas. Puis il y avait tous les enfants qui ont commencé à chambrer. Mais à un moment, il a craqué, il a complètement fondu en larmes. Et on a essayé de discuter, on est sortis, on allait marcher. J'essayais d'écouter, et puis la plupart du temps, je comprenais rien à ce qu'il me disait. Hein. Mais je disais oui, oui, et puis je souriais, et puis j'essayais d'être là quoi, pour lui. Et je crois que ça lui a fait du bien. Maintenant, on s'entend bien. On a plein de moments de joie, on a plein de moments où on rigole et tout ça, mais des moments profonds. C'est peut-être plus dans la tristesse où on les retrouve finalement, dans la peine. Ces moments-là sont importants, quoi. Être volontaire, c'est très intense. Voilà, on passe par plein de très beaux moments, des moments aussi plus durs. Voilà, moi, j'ai eu un gros coup de mou au bout d'1 mois de mission. Et après c'est super bien passé. J'ai commencé à prendre mes marques sur la mission aussi. Je pense qu'il y avait de ça. Je devais trouver mon rôle ici à jouer. Des petits moments qui font que ta journée, elle est belle. C'est une période de vacances scolaires. La plupart des élèves sont rentrés chez eux, mais un petit groupe reste ici. Éparpillés sur les centaines d'îles environnantes, ils habitent trop loin pour se permettre l'aller-retour. Pierre et Jean en profitent justement pour les aider à préparer la prochaine rentrée. En petit comité, c'est aussi un moyen parfait pour gagner en intimité avec chacun d'entre eux. Je profite de l'occasion pour m'immiscer dans la classe. Point P ou point Q ici. Là, Beban. Beban, P, Q, R. Secara matematik. Satu, dua, tiga, empat, delapan, 10, 243 000. Déjà, bonjour, tu peux dire Selamat pagi. Salam alaikum. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi, oui. Beberapa pengguyung, beringsut, ruang parmijan, disimpulkan bahwa benda cenderung. Tidak pasarnya. Cikuyunggi orange. Punya monyet yang bisa menggeyak mata untuk selalu mata terkena. C'est une blague à carambar ici. Je m'appelle Florentino, mais on m'appelle Tino. J'ai un grand frère et une petite sœur. Mes parents sont divorcés. Ma mère est musulmane et mon père est catholique, lui. Je suis venu dans cette école car mon frère y est déjà. Les gens jouent au foot et puis ça avait l'air sympa. Et un jour, on m'a demandé pourquoi je voulais être prêtre. J'ai dit que c'est le Seigneur qui m'a appelé. Ça fait 4 ans que je suis au foyer et 8 ans que je n'ai pas vu ma mère. J'aimerais bien la revoir un jour et lui annoncer que je suis devenu prêtre.
ce petit séjour indonésien? Très cool. J'ai pas mangé de chien, mais c'est pas plus mal que ça. C'est pas plus mal que ça, ouais, je pense. Mais non, c'est incroyable ce que vous vivez avec les enfants en termes d'expérience. En plus, sur une île qui est cool. Là, tu m'as pris en scooter, on s'est baladé, l'ambiance est plutôt sympa. Ce qui est bien avec partir un an, c'est vraiment de voir un peu les fruits de ce que tu fais. Et elle est où la joie de ta mission du coup, toi? La joie de la mission, mais la joie de la mission, elle est quand je joue au foot avec eux, quand je chante avec eux, c'est des petites joies, la joie de la mission. C'est une joie qui va chercher. C'est les joies de la mission. C'est les joies de la mission, c'est ça, ouais. Et je pense que le but de la mission aussi, c'est d'apporter cette joie, la joie de la mission, tout au long de ma vie, tu vois. Tu penses que tu verras un de tes jeunes un jour en France? J'aimerais bien l'accueillir comme eux m'ont accueilli, tu vois. Allez, à la vôtre. Il décale le bœuf, hein? Ah ouais. Surtout que c'est pas du bœuf, quoi. C'est quoi? Oh, c'est du chien. Non, c'est vraiment du chien. C'est du chien? C'est vraiment du chien. Ah non, c'est vraiment du chien, ouais. À chaque fois, je me fais piéger sur tous les plats. Un bon labrador. C'est assez chargé le programme ici, si je comprends bien. Est-ce que vous êtes déjà aéré la tête? Est-ce que vous êtes sorti déjà un peu de l'île? Ouais, on peut prendre du temps pour nous. Là, on a fait 2 grosses sorties. Pour Noël, on est allé chez les enfants, sur une des îles paumées. C'était très sympa. Ouais. On a été vraiment coupé du monde. Déjà là, sur la mission, on est assez coupé du monde. C'est ce que j'allais dire. Tu es allé couper du monde encore plus que tu es coupé du monde aujourd'hui? Ah oui, carrément. On est parti, 20 heures de bateau. Non, ouais, c'était loin, c'était au nord, c'était sur les îles Rio. Okay. Et là-bas, on a pu découvrir les familles. Voilà, ils nous ont accueillis comme des rois. On a été chez quelqu'un qui avait rien, ils nous ont tout donné, quoi. Plus après, on a passé 24 heures sur une petite maison en pilotis de chez Simon. Ouais. Ah ouais. Et on a rencontré son père. Et là, 24 heures, t'es sur le pilotis, tu peux rien faire, quoi, à part te baigner. Ouais. Et après, on est allé pour fêter le Nouvel An. On a trouvé d'autres volontaires avec qui on avait fait notre session de formation. Petite photo de groupe en Birmanie. Ouais, très beau gosse. Voilà, devant la pagode. Donc là, on peut voir, ça vient de partout. Il y a Indonésie, donc nous deux, avec Marie, qui est la volontaire qui est sur l'île d'en face. Nous, on disait que c'est l'île d'en face, mais en fait, c'est un peu plus loin. D'accord, c'est genre 32 jours de voyage. C'est environ ça. Et qui est à Batam et qui aussi s'occupe d'un foyer. Mais c'est la tranche d'âge en dessous. En fait, nous, on a des enfants qui viennent de son foyer. Ah, d'accord. Donc il y a une sorte de continuité. Hélène, qui est en Malaisie, à 1 heure de Kuala. Donc Thibaut qui est en Birmanie, il est professeur d'anglais. On a le Cambodge avec Mathilde et Anne-Elisabeth, Annélie. C'est vrai que quand on s'inscrit pour le volontariat, il y a aussi tout le côté humanitaire, bien sûr, mais on se dit j'ai envie de partir loin. Forcément, on pense à l'aventure. Ouais. Si tu cherches l'aventure, tu vas la trouver, quoi. Et là, on l'a trouvée. Ah oui, c'est l'aventure. Pierre et Jean sont pour moi des exemples de volontaires qui vivent la mission comme un défi, un moyen de se laisser challenger en étant au service des autres. Ils savent profiter des côtés fun et vivent la mission comme une exploration culturelle, une aventure physique et humaine. Leur proximité avec les jeunes m'inspire car elle est la preuve qu'il n'y a pas de frontière entre les cœurs et que seul au bout du monde, dans la discrétion d'un petit internat chrétien, 2 simples bougies au milieu de centaines de minarets, 2 jeunes volontaires peuvent faire toute la différence dans la vie des autres. La semaine dernière dans un pays bouddhiste, aujourd'hui musulman, il ne me manque plus qu'à visiter l'un des pays les plus chrétiens de l'Asie. En route pour un petit coin paradisiaque des Philippines à la rencontre de Cyril. Ça fait 2 heures que je cherche un Grab. Grab, c'est l'application ici, un peu le Uber local, qui te dit qu'il arrive dans 15 minutes. Et 15 minutes plus tard, il te dit qu'il arrive dans 17 minutes. Apparemment, c'est normal aux Philippines. Ensuite, j'ai regardé un peu la distance pour aller sur un bateau vers Talim Island, qui est ma prochaine destination pour aller voir Cyril. Google Maps me dit 1h15. Là, ça fait une demi-heure que je suis parti. On est encore à 1h15. What's your name, sir? Eugene. Eugene? Eugene. Eugene. Are you Catholic? Yes, I'm a Catholic. We're Catholic too. What's the best thing that God did for you in life? My daughters. Your daughters? Yes. How many daughters do you have? I have 2 daughters. Okay. It's the best present, best gift. Yes.
You drive very fast. Don't worry. We want to go there alive. Il conduit très vite, avec le sourire, mais très vite. Thank you. Thank you so much. Take care. Yes, Will. Pour rejoindre Cyril, je vais devoir emprunter une embarcation que tous attendent depuis très longtemps. C'est le moment de faire des rencontres. Hi. Hi. What's your name? Charlie. Yes. What's your name? Sami. Sammy. Nice to meet you. You know. Thank you. Au son des clapotis, la vie a l'air plus paisible ici, plus sereine. À 30 minutes du continent, nous rejoignons l'île sur laquelle vit Cyril, un jeune volontaire. Ce bateau est comme un petit village où chacun s'affaire à ses activités. Les anciens qui parient aux cartes, les autres développent leur commerce d'œufs et de toutes sortes de nouveautés. Quand les MEP m'ont appelé en me disant on a une mission pour toi aux Philippines, ça a été une grande découverte. J'étais tout de suite hyper enthousiaste par cette mission, donc j'ai vraiment sauté sur cette occasion de pouvoir partir au milieu des études. Ce qui m'a beaucoup surpris au départ, c'était cet accueil, ce sourire et cette capacité que tous les jeunes avaient aussi à vouloir taper dans la main, à dire bonjour partout. Cette joie et cet émerveillement de tout, à être hyper heureux de me voir, de voir aussi un inconnu, un Français ou un Européen arriver. Ma mission, c'est d'être éducateur pour des jeunes. Il y a 6 jeunes qui vivent sur le foyer où je suis. Et donc ma mission, c'est d'être avec eux, de passer mon temps avec eux, de rire avec eux, de les faire grandir, d'être un frère aîné en fait, pour eux. Pendant la journée, les jeunes sont à l'école, donc moi c'est travail manuel avec le staff présent. Donc couper du bois pour le feu, parce qu'on fait la cuisine sur le feu, s'occuper du potager, parce qu'on a quelques légumes, s'occuper de la propriété. Prier aussi, on a un rythme de prière assez important. Et quand les jeunes reviennent de l'école, c'est passer tout mon temps avec les jeunes. Donc ça va être un petit peu de travail manuel avec eux, du jeu, du basket, des jeux un peu d'activités sportives, manger et ensuite organiser une soirée qui est différente chaque jour pour eux. Mon rôle avec les boys, c'est vraiment d'être un grand frère, mais c'est pas forcément facile parce que des fois il faut savoir dire non en sachant que c'est bien pour eux de poser des limites et c'est important. Même s'ils ne comprennent pas et que c'est compliqué, même si on a l'impression de ne pas être aimé, c'est pas forcément le rôle non plus, mais c'est vraiment de les faire grandir. L'aventure du terrain, ça va être beaucoup d'observation, de comprendre comment est-ce qu'il fonctionne. Le jeu est quelque chose que les Philippins aiment beaucoup. Le jeu, que ce soit à la fois sportif, mais en dehors du jeu, ce qu'ils aiment particulièrement, c'est le rire. Ils aiment beaucoup rire. Beaucoup rire, se moquer un petit peu, mais se moquer très gentiment. Dès que quelqu'un va tomber, il ne faut pas se soucier de savoir si c'est fait mal ou pas, tu rigoles. C'est la première chose à faire. J'ai peu de temps sur l'île, alors autant vibrer avec la culture dès le début. En avant le rire. Quand
Quand Cyril a décidé de venir servir ici, c'était aussi pour grandir dans sa foi. Il profite alors de ce temps à part pour s'habituer à une nouvelle relation avec Dieu, en se donnant pour défi de lire la Bible en 1 an. Vous savez, tous les jours, on a une demi-heure d'adoration ici. Ça peut paraître complètement fou. Quoi, une demi-heure devant une hostie, mais c'est dingue. Mais je constate que c'est un lieu de décantation. Parce qu'ici, quand on est dans le monde de la pauvreté, ben on souffre. On souffre avec eux, on peut soulager, on peut aider. Mais parfois, on s'en prend aussi un petit peu plein la tronche. Eh bien, le fait d'être devant Jésus, ça nous apaise. Ça nous permet de réfléchir, ça nous permet d'avancer aussi, ça nous permet de mieux nous connaître et de développer tous les talents qui sont en nous. Donc, moi, j'ai beaucoup de mes volontaires occidentaux, ils sont venus ici, mais ils sont revenus avec une foi plus belle, plus profonde, une foi apaisée. Un des jeunes qui est arrivé à pied ici, il vient de 5 villages plus loin et il avait rien à manger à la maison. Il avait dit à papa et maman, moi je veux continuer à étudier. Mais papa a dit, mais moi j'ai même pas de quoi te nourrir, comment est-ce que je peux t'envoyer à l'école? Et alors voilà, il est arrivé à pied, il portait sur lui son caleçon, son short de basket et un t-shirt. C'est tout ce qu'il avait. Et la seule chose qu'il savait, c'est que dans Barangay Sapang, dans le village Sapang, il y avait des gens sympas. Il a demandé dans les gens de la rue, c'est où les gens sympas dans votre village? Et les gens ont dit, ah bah ça doit être à Sanamien. Donc il est arrivé ici, et petit à petit, on l'a apprivoisé. Et puis on a découvert sa famille, d'une souffrance et d'une... J'en ai la chair de poule quand j'en parle. Parce que voilà, c'est une souffrance abjecte. On a découvert qu'il vivait avec sa maman, son papa qui souffre d'alcool et sa petite sœur handicapée qui était régulièrement abusée par le voisin. Et la maman, on ne découvrait rien parce que la maman travaillait dans la montagne. Puis un jour, elle a compris que sa fille était abusée. Et voilà, et maintenant, tous les samedis, ils viennent ici. On a une journée de vie communautaire, on appelle ça la vie communautaire. Ils viennent ensemble, ils viennent jouer. Et cette petite qui est muette, à cause de tous les traumatismes qu'elle a subis, ici, elle a commencé à sourire. Parce qu'elle se sentait en sécurité avec son frère qui était ici, son frère qui se développe, qui étudie, etc. Donc ça, c'est une grande beauté de pouvoir être un lieu de sécurité. Les bénévoles qui viennent ici, on a la capacité d'influencer quelques personnes autour de nous. Et si ces personnes-là font leur job et contaminent, eh bien voilà, on est en train de construire le royaume de Dieu. Il est là parmi nous. Aujourd'hui, Cyril se confie à moi et m'explique les tensions qu'il devait supporter avec les boys. C'est incroyable de voir comment il prend son rôle à cœur, l'affection qu'il a développée avec ces jeunes qu'il n'était jamais censé rencontrer. Il veut les voir se construire par le travail ou par le rire. Ce matin, Cyril a prévu une sortie en mer avec certains des gars. C'est toujours différent de passer du temps à part sans l'effet du groupe. Un bon moyen pour tester leur caractère. Et c'est en même temps l'opportunité de leur enseigner les techniques de pêche traditionnelles au filet. Une initiation au métier des anciens. Tali. Tuh, timba. Timba, timba. Patay na kan doon. Masarap ba ito? Tilapia. Try mo kaya, Cyril. Cyril! On a la pêche à l'aneta. L'aneta, c'est l'équivalent du merlan philippin. C'est croustillant sur les bords, moelleux à l'intérieur, et il y a plus d'arêtes que dans n'importe quel poisson français. Ça pousse dans des espèces de petits filets, et ils sont encore en train de frétiller leurs petits seaux. C'est l'activité numéro 1 ici, des Philippiens avec les bambous.
Même les filets pour les anetta, ils sont faits en bambou. Du coup là j'ai eu un espèce de condensé de culture de cette petite île. Ça y est, je suis baptisé, je suis prêt à habiter ici. Une belle journée est sur le point de se terminer et je me rends compte au retour dans le village que mes vieux réflexes de financier ne m'ont pas quitté. Je pourrais même revendre un poisson à celui qui l'a pêché. Tu veux du poisson? Tu veux du poisson? 5 € le poisson. 5 € le poisson. Tu veux du poisson? Poisson? So this is what we call balot. Balot. So you need to crack the egg. So there's a soup inside and sip the soup. Ah! C'est bon, c'est bon. Cyril. You will see something inside. Les œufs durs c'est 10 minutes, l'œuf à la coque c'est 3, et du coup ça c'est combien de temps? So now you see the intestine, the brain. Parce que tu vas peut-être voir les plus. Les gars. Shut up. I know. Il a faim le. He's hungry the dog. Mais non mais tout. Non mais je profite. Tout manger d'un coup. Délicieux. Miam, miam, miam. It's good. Thanks my friends. Have a good night. Après ces quelques jours passés avec Cyril et les boys, je me rends compte de la force de la communauté. J'avoue avoir douté de la pertinence des missions. Est-ce que le prix d'un billet d'avion pour envoyer un volontaire ne serait pas mieux utilisé à financer des projets sur place? Mais je comprends ce soir que mes calculs sont erronés. Qu'est-ce qui peut avoir plus de valeur que l'éducation offerte, l'amitié et le partage? Cette veillée est ma dernière ici. Et ce chant témoigne bien de l'unité, cet amour qui brise les frontières et qui nous ramène à la source. Dès la première lueur, je reprends la route pour rejoindre la capitale, Manille. Au beau milieu du bidonville, y travaillent des volontaires qui n'ont pas peur de se salir. Solange et Baptiste, puis Julienne, arrivée depuis 4 mois. Elle m'embarque alors dans ces ruelles aussi insalubres que colorées. C'est là qu'elle vit sa mission tous les jours. Je me suis décidée hyper tard de partir 8 mois. Donc de vraiment tout lâcher et de « ok, tant pis pour le taf, je rembourserai plus tard mes études. Je lâche tout, Seigneur, je te donne vraiment tout. » Nous, à la maison, on a des livres, on a des gens qui nous lisent des histoires, on a parfois des coloriages, de possibilité d'écrire, on joue dans notre chambre, on a tout un imaginaire. Et en fait, c'est indispensable dans le développement d'un enfant.
Ici, ils n'ont pas ce cadeau de pouvoir rester enfant alors qu'ils sont en âge de l'être. Grâce aux bibliothèques de rue, en fait, on essaye de leur donner accès à quelque chose qu'ils ne sont pas chez eux. Et en fait, c'est aussi un moyen effectivement de les connaître. C'est leur donner de l'attention. Ils accordent de la valeur à ça, quoi. Ils demandent que ça. Ils mendiant d'amour, hein. On l'est tous, mais eux, ils l'assument. La mission des bibliothèques de rue, c'est d'aller à un endroit qui n'est pas accessible autrement qu'à pied en général, à Seppo. Donc on prend tout notre barda, et on s'assoit. On rassemble les enfants, ceux qui veulent viennent, et on commence par une prière toujours. Et grâce à une institutrice, il leur lit l'histoire, donc voilà, le but c'est de conter l'histoire, comme quand on lit une fable à un enfant chez nous. Hein. Il y a masse d'enfants, il y a masse de bidonvilles et du coup j'essaye d'implanter des bibliothèques de rue autonomes. Mon but c'est de trouver des gens philippins qui puissent les tenir. On n'a pas vocation à être une école, on n'a pas vocation à leur apprendre des milliards de trucs. C'est vraiment un espace où ils peuvent se sentir enfants et apprendre par le jeu. Ça m'apprend la compassion, la valeur de la présence. On n'a pas forcément une mission concrète et on n'a pas un impact là, clarinette. J'avais un enfant qui était tout pauvre dans un endroit tout nul et je l'ai mis, ouais, trop bien, il est vachement intelligent et il a réussi dans la vie. Non, on n'est pas du tout dans cette échelle-là. On se sent vraiment tout nul et on est déplié de tout. Mais du coup, je me dis, ouais, en fait, ça, c'est tous les jours. On n'a jamais fini de se donner et on n'a jamais fini d'apprendre à aimer. Et c'est maintenant que ça joue. L'amour, c'est pas demain. Dieu, c'est pas demain. Être chrétien, c'est pas demain, c'est maintenant. Magabang. 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 Magabang? No? No. No? Yes. Sia Endgame. Broom, broom, broom. Broom, genre broom, broom, broom. Uma arot ang isang kotse. 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 Sige? Ok na? Tayo? C'est des enfants qui souvent passent leur temps à jouer avec des tongs, à jouer avec des boîtes de conserve dans la rue, et qui sont un peu inoccupés, inaffairés, parce que s'ils vont à l'école, ils y vont que par demi-journée. Et souvent, ils ont la flemme d'aller à l'école. Les parents ne les poussent pas. Notre but, c'est de faire en sorte de les occuper plus intelligemment et de reproduire un peu ce que les enfants en France ont dans leur chambre, c'est-à-dire des livres, des jeux de société, des petits jeux comme ça qui en fait les stimulent. Et généralement, ils jouent entre frères et sœurs. Ben, nous, notre but, c'est qu'ils aient leur chambre ici, quoi. Tonton, voilà, on présente des livres, on a des sacs pleins de livres, et quand ils les sortent, bah, tonton, voilà, ça vole un peu. Souvent, ils s'en servent pour se frapper les uns les autres. Donc, du coup, voilà, on leur permet d'avoir une arme. Et après, petit à petit, on arrive à recentrer la chose, et ils arrivent à lire. Le fait d'avoir accès aux livres, ça leur ouvre vraiment l'esprit, ça leur ouvre des horizons. Il n'y a pas que le livre, hein, c'est aussi d'avoir quelqu'un de plus âgé qui t'incite à te battre pour apprendre. C'est le processus de dire, allez, tu sais que A et B, ça fait AB, et puis le lendemain, je te répète, ça fait AB, et puis à la fin de la semaine, tu le sais, et du coup, tu es fier. Donc c'est déjà ça, le processus d'apprentissage. Et deuxième chose, ils découvrent des métiers, ils découvrent des animaux, puis des valeurs morales aussi. Et donc ça leur permet de sortir de leur bidonville dont certains sont jamais sortis, qui peuvent faire d'autres métiers que le métier de leurs parents. C'est même le fondement de pourquoi on est là, quoi. C'est pour réussir à donner accès à la culture, accès à l'ailleurs et à l'avenir. Je suis un peu du genre à me révolter contre l'injustice. Voilà, il y a des trucs qui passent pas, quoi. Et heureusement qu'il y a les volontaires pour me dire, mais en fait, tu sais, quand tu es au chemin de croix, en fait, t'as pas le temps de regarder pourquoi Jésus il a été condamné. T'es entièrement les yeux tournés sur Jésus, t'es entièrement à lui, quoi. Voilà, on se fait des petites claques comme ça, c'est pas fini, clairement.
des trucs qui resteront même pour toute la vie quand même. Qu'est-ce que je fais pour mon pays? Qu'est-ce que je fais pour les pauvres qui sont là dans la rue? Comment est-ce que je suis chrétien au quotidien? Je crois que jamais dans ma vie je n'avais été autant chamboulé par cette faculté des enfants à rire au milieu de la misère. Avant de continuer ma route, je m'interroge sur leur histoire. Peut-être un jour l'un d'entre eux, qui aura découvert puis aimé la littérature, deviendra auteur et nous racontera le monde à travers les yeux de son cœur. Je quitte Julienne, Solange et Baptiste pour rejoindre un nouveau lieu de mission à quelques kilomètres à peine d'ici. J'apprends qu'un événement insolite va avoir lieu. Au cœur de l'immense décharge de Manille, là où sont jetés tous les déchets de la ville, l'abbé Daucher anime une prière d'adoration. Eucharistia. Ibig sabihin, ang Eucharistia, ang presensya ng Diyos, ang presensya ni Jesus ay ilalagay dito sa altar sa pamamagitan ng monstrance natin. Parang araw siya. Parang araw. L'enfant, il n'est focalisé que sur une chose, c'est aimer et être aimé. C'est pas l'essentiel simplement pour des enfants, c'est l'essentiel pour tout être humain. Aimer et être aimé. Et l'enfant nous rappelle ça, nous montre cette exigence-là et ne demande que ça, rien d'autre. Le lieu le plus favorable pour ça, c'est la famille. L'association est confrontée à des enfants qui souvent ont quitté le foyer familial, qui sont les enfants des rues, abandonnés dans les rues de Manille. Et ça signifie qu'il y a une difficulté au cœur de la famille. Le problème, il se situe au plus profond du cœur de ces enfants-là. C'est toutes les blessures. C'est les blessures des abus physiques bien sûr, mais encore plus abus sexuels. Et ça, eh bien, il faut des années pour qu'un enfant puisse s'apaiser. Et là, toute l'équipe y travaille pour créer vraiment une atmosphère familiale. Donc on a des équipes d'éducateurs qui vont à la rencontre des enfants dans la rue et qui essaient de comprendre leur situation. Je rencontre alors Charles. Sur place, il gère les volontaires provenant de différentes organisations. Aujourd'hui, je suis une petite fourmi et je me mets juste derrière toi et je vais voir ce qui se passe. Est-ce que tu peux me dire un peu ce qui va se passer là? Donc là, on part vadrouiller en maraude de nuit pour aller à la rencontre des enfants des rues avec l'équipe de la fondation. Ce sont des enfants qui n'ont plus de lien avec leur famille et on leur propose de venir rejoindre la fondation pour retrouver une vie normale et recréer un lien avec leur famille. Et ils restent jusqu'à l'indépendance ou jusqu'à une réconciliation avec leur famille quand cela est possible. Les éducateurs passent leur journée dans les rues pour repérer les jeunes en danger. Pour se connecter à eux, ils utilisent les jeux. Ce triangle d'herbe avec des déchets partout, au milieu d'un grand carrefour, c'est leur domicile en fait, et ils habitent là. Bah là, ils dorment là sur les cartons qu'il y avait et sur les pseudo-matelas, voilà, ils vivent là. Et là, il y avait un petit garçon qui était comme ça, c'est quoi? Là, ils sniffent de la colle forte, donc c'est un coupe-faim déjà, et ça leur permet d'être dans des états seconds. D'accord. Normalement, ils n'emmènent personne d'autre que des volontaires dans ce qu'ils appellent les Big Nights. Mais ils acceptent que je les suive pour comprendre leur mission. Bah, tu vas voir, là, il y a des familles là-bas. Ah oui, en effet, oui. Le volontariat, c'est 6 volontaires à temps complet qui viennent pour des durées de 1 ou 2 ans et qui ont des postes bien précis. On a un comptable, une infirmière, un acheteur matériel, un acheteur nourriture, un poste de communication, un poste d'informaticien. Une partie de leur mission aussi est de, une fois par semaine,
de se joindre à une big night, à une maraude de nuit comme ce soir, pour qu'ils se souviennent justement d'où viennent les enfants. Nouvelle rencontre ce soir. Ce vieil homme aveugle, atteint de maladies de peau et sans abri. L'équipe lui propose de rejoindre le nouveau centre pour les personnes âgées. On retourne maintenant dans le quartier où a été retrouvé le jeune Ryan. Sa famille est venue en ville en espérant survivre, mais se retrouve avec leurs 5 enfants dans les poubelles de l'arrière-boutique d'un restaurant. Ryan est souvent retrouvé seul. Il est réellement en danger. Ce soir, l'équipe souhaite rencontrer sa famille pour leur proposer de rejoindre la fondation et qu'ils puissent avoir une chance de repartir dans la vie. Mais elle le lâche, ça lui brisait le cœur de lâcher son fils comme ça. J'ai du mal à réaliser la scène que je suis en train de vivre. Une mère qui, par amour, se sépare de son fils. Que ressentir quand on ne peut plus soi-même offrir un avenir à son enfant? Dur d'imaginer de là d'où je viens. Je me demande comment Ryan comprend le geste de sa maman, ce qu'il ressent, les sentiments violents qui peuvent le traverser. Son regard humide me transperce. C'est peut-être ça qui pousse des volontaires de l'autre côté de la planète à venir ici. Pour être en action, utile. Pour s'abandonner au service des plus petits, comme le fait Jésus. Tous ces jeunes garçons et filles qui ont entre 8 et 15 ans sont des petits caïds dans la rue, survivent dans la rue au jour le jour, sont obligés de voler, de mendier. Ces jeunes s'enfuient de chez eux ou sont mis à la porte de chez eux, se retrouvent dans la rue seuls. Ils vont vivre en groupe avec d'autres enfants de plus ou moins leur âge. Ils vont dormir ensemble au même endroit. Ils vont vivre comme une petite meute de louveteaux pour se protéger. Les restes de la dure loi de la rue sont encore bien visibles les premiers temps. Les jours suivants, après avoir repris confiance envers les adultes, les enfants rejoindront naturellement les dortoirs avec sérénité. Ils retrouveront leur âme d'enfant. Ce soir-là, je me promets de graver ces instants dans ma mémoire pour la suite de ma vie. Malgré mon sentiment d'impuissance devant le quotidien de ces petits, je sens grandir en moi cet élan missionnaire comme une rage de vivre. J'ai lâché mes rêves de carrière et comme un accomplissement, j'ai osé quitter mon confort occidental durant ces quelques jours. Sur le terrain de la mission, j'ai découvert une autre planète, d'autres cultures, mais j'ai surtout été ramené à mon essentiel, pour découvrir mes véritables aspirations. Grâce aux figures de ces jeunes missionnaires, à François, sa passion pour ceux qui souffrent, Cyril, Pierre et Jean, leur cœur de grands frères, Julienne, Solange et Baptiste, leur soif de justice et leur dévouement. Grâce à toutes ces dizaines d'autres jeunes envoyés en mission en Asie et dans l'océan Indien, je veux moi aussi me laisser transformer. Que le Seigneur influence mes goûts, mes relations, mes choix de vie futurs. Aujourd'hui, je veux développer mes talents comme jamais, pour une fois plus apaisé. Je veux que ma fougue, mon esprit combatif et ma soif de liberté deviennent le carburant de ma passion pour Dieu au service des autres. Alors je me rends bien compte que la question n'est plus de savoir comment je me suis retrouvé des gratte-ciels de Manhattan,
à un bidonville en Asie. L'enjeu est tellement plus grand. La question est de savoir comment je vais faire de ma vie une véritable aventure avec Dieu pour goûter à la joie de la mission.